On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au rapport du coroner concernant la mort de l'adjudant Patrice Vincent, qui a été tué par Martin Couture-Rouleau avec son automobile face au 320 séminaire, qui, lui, par la suite, a été abattu par les policiers. Un sujet fort complexe, à prédominance d'islam radical, mais sur une toile de fond de problématiques de santé mentale. Rappelons-nous de la date du 20 octobre 2014. L'adjudant Patrice Vincent a été tué devant les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec au 320 séminaire par Martin Couture-Rouleau, qui avait foncé sur lui avec sa voiture. Et dans les minutes qui ont suivi, Martin Couture-Rouleau a été abattu par les policiers. Évidemment, ces deux morts ont été enquêtés par différentes instances. Ultimement, il y a le rapport du coroner. Le coroner est avec nous, le médecin coroner André Dandavino. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, vous avez sorti votre premier rapport sur celui de Patrice Vincent, mais évidemment, c'est un rapport assez succinct qui, ultimement, était attaché au deuxième rapport, celui que vous avez publié tout récemment. Bon, si on en revient d'abord à la mort de l'adjudant Patrice Vincent, d'un point de vue du coroner, ça reste quand même un rapport assez simple à synthétiser, là. Oui, c'était juste les circonstances qu'on devait expliquer parce que M. Vincent est une victime de tentative de meurtre, mais de façon, c'est juste l'histoire des circonstances de son décès. On n'a pas expliqué ce qui a amené l'individu, M. Couture-Rouleau, à faire son acte. Ça va venir dans le deuxième rapport, qui est celui qui est sorti plus tard, qui fait la synthèse de l'évolution de M. Martin Couture-Rouleau. Bon. Évidemment, on est dans un contexte mondial où l'islamisme radical, évidemment, est en croissance. Même on l'a vu encore tout récemment avec les événements de Manchester, au Royaume-Uni, ou de ces gens qui se disent inspirés par l'islam radical. Mais au travers de ça, il y a toujours aussi une prédominance de santé mentale. Comment faire la part des deux entre quelqu'un qui est influencé par un mouvement et quelqu'un qui a une problématique de santé mentale? Est-ce que c'est ça pour vous le fond du questionnement auquel vous avez tenté de répondre? Dans le problème actuel, on s'aperçoit que M. Couture-Rouleau avait un problème de santé mentale. Il y avait déjà eu un problème de consommation de cannabis de façon importante dans le passé, qui déjà, si on est obligé de consommer beaucoup de cannabis, c'est parce qu'on a un problème, sinon on n'en prendrait pas, évidemment. Ensuite de ça, il y a eu des problèmes à l'école et des problèmes d'absentéisme, des problèmes de fonctionnement à l'école. Ça remonte de longtemps. Par la suite, il s'est radicalisé. C'est comme si on cherchait d'autres choses. Et à ce moment-là, il a complètement changé de façon de penser. Pour lui, tout le monde, il y avait une conspiration mondiale. Si on pense à l'Illuminati, c'est-à-dire une conspiration mondiale pour gérer le monde. Le 911, pour lui, c'était pas vrai. C'était organisé par les instances gouvernementales. Fait que dès qu'on commence à évoluer dans ce milieu-là, bien là, on se nourrit de ce qu'on veut, beaucoup de violence. Il y avait même des démons dans la télévision. Il y a eu des comportements qui n'étaient pas des comportements normaux, comme rentrer dans une église et vociférer contre le prêtre en lui disant que c'est un démon. C'est pas des choses normales. À ce moment-là, la santé mentale est dans notre cas à nous, on s'aperçoit que M. Couture avait un problème de santé mentale qui n'a aucun rapport avec la religion. On se sert de la religion pour faire ça, mais... Bon. Et tout ceci était documenté. Les événements auxquels vous faites référence, la consommation de cannabis ou les autres événements, on parle de quelle période par rapport à l'événement? L'événement est le 20 octobre 2014. Mais dans le cas de Couture-Rouleau, on remonte à combien d'années? C'est plusieurs années. Je suis même remonté lorsqu'il était à l'école, lorsqu'il était au secondaire. Il y avait déjà des problèmes de comportement dans ce temps-là. Mais à quel moment sa situation à lui s'est mise vraiment à déraper de façon dangereuse? 2 ans avant 2 ans avant les événements. Bon. Surtout dans la dernière année, ça s'est concrétisé, mais 2 ans avant l'événement, il a commencé à vouloir exorciser des membres de sa famille, avoir des contacts avec certaines parties de religion qui sont plus à gauche que d'autres. C'était progressif. Bon. Est-ce que de lui-même, lorsqu'il était adolescent ou jeune adulte, est-ce que de lui-même, il avait déjà consulté des médecins ou des psychiatres pour l'aider? Non, il avait déjà consulté au CLSC pour se faire dire qu'il était correct, parce qu'il voulait juste se faire dire qu'il était correct.
et non pas pour se faire traiter parce que lui avait raison. Les autres étaient tous dans le mauvais chemin. Là. Bon, ça, c'est une première rencontre, mais par la suite, de ce qu'on a pu voir ou entendre, son père a multiplié, je comprends qu'il a multiplié les démarches pour aider son fils, mais aussi pour alerter les autorités. Ça, c'est un autre aspect. Mais si on reste sur le volet santé, est-ce qu'à certains moments, est-ce que son père a alerté les autorités médicales ou psychiatriques pour forcer les soins à l'égard de son fils? Son père a été exceptionnel parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour aider son fils. Il a consulté, il a consulté de lui-même pour demander de l'aide, pour savoir quoi faire avec son fils. Il a amené son fils à la clinique externe de psychiatrie. Malheureusement, de la façon que ça fonctionne en psychiatrie, c'est des intervenants qui vont voir les gens en première ligne, mais il n'a jamais eu accès à un médecin ni un médecin psychiatre. Par contre, c'est un peu le problème de base où je dis qu'il faut faire des réévaluations du système. Et je pense qu'un médecin aurait été capable de faire un diagnostic plus rapidement que ça, puis on aurait pu intervenir. C'est pas parce que quelqu'un ne veut pas se faire aider qu'on doit dire qu'on doit lâcher la serviette. Là. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui achète 4 autos dans la même journée, s'il ne veut pas se faire aider parce qu'il trouve qu'il est correct, mais c'est pas une façon de dire il ne veut pas se faire traiter, on ne le traitera pas. Là. Comment on peut expliquer qu'il n'ait pas pu avoir accès à un médecin psychiatre au moment où il en avait besoin? Qu'est-ce qui fait dans la procédure où un individu comme lui arrive au service externe de psychiatrie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il rencontre ou qu'il ne rencontre pas de psychiatre? Bien, dans un premier temps, même si vous voyez un médecin en clinique privée ou en externe, si on veut référer, il y a 2 façons de référer en psychiatrie. Nous, en privé, on réfère à des psychiatres qui travaillent en externe, en privé, rémunérés par la régie, mais qui sont hors de l'hôpital. Dès que vous tombez dans le milieu hospitalier, il y a toute une procédure, un organigramme compliqué qui fait qu'avant que la personne soit vue, elle va être évaluée par une dite équipe qui, elle, va suggérer une évaluation psychiatrique ou non. Maintenant, ceci, c'est même s'il y a déjà un médecin qui a déjà demandé une évaluation psychiatrique. Alors, c'est un système provincial qui est comme ça. Dans le cas actuel, il y a eu une faute du système parce que le système n'a pas été capable de s'apercevoir que monsieur avait un besoin d'aide et il y a plusieurs façons de le forcer à avoir de l'aide. Comment y remédier? Parce que le rôle d'un rapport, en fait, le rapport du coroner sert aussi à émettre des recommandations pour éviter que la situation ne se reproduise. Quand on regarde la synthèse du cas de Martin Couture-Rouleau, vous dites le système n'a pas été capable de... C'est un fiasco. C'est un fiasco pour vous. De quelle façon ça aurait dû fonctionner? Ce patient-là aurait dû être vu par un psychiatre dès le début, même lorsque... Il y a eu des contacts avec le service externe de psychiatrie par les premiers intervenants. Ça aurait été de nouveau, ça aurait été de le faire voir par le psychiatre dans un premier temps immédiatement et non pas nécessairement suivre la procédure. Dans les recommandations que j'ai faites et qui ont été revues par l'Association des psychiatres du Québec, de même par le Collège des médecins, on demande de réévaluer le cas de la radicalisation, c'est un problème différent. Il ne faut pas nécessairement respecter les normes usuelles. Je pense que lorsqu'un père comme M. Rouleau a fait des demandes, il a fait des demandes répétées. Il a fait des demandes à la police municipale, qui l'a transféré à la Sûreté du Québec, qui a été vu par la GRC, il a été vu aussi par les services canadiens de recherche de sécurité. Monsieur, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il a fait plus qu'il fallait faire. À ce moment-là, il se fait dire par le système que non, c'est correct, il n'est pas dangereux. La seule étape qui n'a pas été faite, c'est de demander un ordre de cours où il aurait été obligé son fils aurait été obligé d'être traité. Mais il ne voyait pas la pertinence de demander un ordre de cours parce que les instances qui avaient consulté lui ont dit qu'il n'était pas nécessairement pathologique. C'est tout le problème du père qui s'aperçoit qu'il cogne à plusieurs portes puis se fait dire qu'il n'y a pas de problème comme tel ou que ça ne vaut pas la peine d'intervenir. C'est un monsieur-là. Et si on était intervenu, probablement que
Patrick Vincent ne serait pas décédé, ni M. Couture-Rouleau, parce que lui-ci est victime de ça, là. Et en plus, il y a un policier qui a été... Parce qu'il y a une tentative de meurtre sur un policier aussi, à 2 reprises, lors de l'intervention finale. Donc, le père alerte les services de santé, a réussi même à amener son fils Oui. Au service externe. En insistant beaucoup. En insistant beaucoup, parce que son fils devait être adulte à ce moment-là. Oui, donc, il a réussi à, entre guillemets, traîner de force son fils en insistant. Il se fait dire finalement qu'il n'y a rien de pathologique, ne voit pas de psychiatre. On l'envoie un peu dans les mains de la police, autrement dit. C'est un peu comme ça. Si les services de santé ne peuvent rien faire, bien, appelez la police. Puis police numéro 1 dit appeler police numéro 2, appeler police numéro 3, puis ainsi de suite. Donc là, tous les policiers là, municipaux, provinciaux, fédéraux sont au courant. Oui, ils étaient surveillés, sauf que c'est comme dans n'importe quel cas, ici, dans notre système de droit, tant que la personne n'a pas fait d'acte... Ne commet pas de parce qu'il a tenté d'une fois d'aller en Syrie, il a tenté aussi d'aller au Pakistan. Oui, il s'est fait bloquer. Oui, il s'est fait bloquer au Pakistan parce qu'il y avait une tempête de neige ce soir-là, et l'avion n'est pas parti. Puis ensuite, quand il voulait aller en Syrie... à ce moment-là, c'est là qu'on lui a enlevé son passeport. On lui a dit qu'il y avait un ordre de cour contre lui. Quelques jours après, il a eu une autre missive en disant qu'il était libéré, mais on a gardé son passeport quand même. C'est un peu... Vous savez, c'est un peu faire des choses sans toutes les faire. C'était un peu... Même les services policiers, il fallait qu'ils marchent un peu sur des œufs parce qu'on n'avait pas de preuves comme telles dans ce temps-là qui était... Bon, d'une part, vous êtes critique à l'égard des services de santé parce que vous parlez d'un réel fiasco. On l'a échappé. On l'a carrément échappé. Au niveau des services de police, quelles sont les recommandations que vous pouvez émettre quand un père de famille appelle sa police locale ou ultimement la SQ ou la GRC pour dire, écoutez, je pense que mon fils dérape, mon fils est dangereux, il est potentiellement dangereux. Est-ce que les policiers auraient pu faire plus dans la limite des droits civiques? Les policiers ne pouvaient pas faire plus que ce qu'ils ont fait. Et, ils ont fait une surveillance. Évidemment, il y a tous des détails que je ne peux pas rendre publics. Il y avait une surveillance qui était faite de façon continue sur cet individu-là. Mais de notre côté, la police, elle ne peut pas l'arrêter tant qu'il n'a pas fait d'acte comme tel. Là. On peut avoir des idées. Fait que le problème, c'était plus son côté de maladie mentale, non pas un côté juridique. Bon. Il y a l'autre aspect aussi du dossier, vous y avez fait référence, parce que, bon, lorsque Couture-Rouleau a quitté le 320 séminaire, il a lui-même appelé le 911 pour aviser de son geste. Il était pourchassé par les policiers. Bon, la course s'est terminée sur séminaire, non loin là, de Rennes-Métal, Orlicon, près de la rue Carillon et tout ça. En sortant de la voiture, donc, ce que je comprends, c'est qu'il a braqué donc, des couteaux. Il voulait foncer vers les policiers. Il a ciblé un policier. Et finalement, c'est la collègue. Il y a d'autres policiers qui sont arrivés en renfort. Est-ce que, là aussi, dans votre rapport, est-ce que les policiers ont bien agi, ont agi correctement, ont agi selon les normes? Il y a des questions de déontologie policière là-dedans, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Mais pour vous, ce bout-là de l'histoire, où finalement Martin Couture-Rouleau est abattu par des policiers, est-ce que ça respecte, selon vous, le canevas habituel? Heureusement, il y avait des policiers qui étaient dans le bout de la rue Carillon, qui étaient sur un incendie, qui ont pu mettre un tapis clouté pour empêcher M. Couture-Rouleau de rentrer. C'est à ce moment-là que lui a foncé sur un policier. Il a passé à une dizaine de centimètres du policier, il a failli le tuer. Et par après, lorsqu'il est sorti, là, il y a une policière qui a été, n'écoutant que son sens du devoir, a été briser la fenêtre parce que l'auto avait capoté pour l'aider à sortir, mais M. Rouleau était intact à ce moment-là. Ça, c'était une intervention qui était un peu dangereuse parce que s'il avait été armé, ça aurait été dangereux pour elle. Et ensuite, il est sorti avec 2 couteaux. Il a foncé sur le même policier avec lequel il avait foncé avec son auto auparavant. Il faut savoir qu'en dedans de 21 pieds, quelqu'un qui est armé avec un couteau est plus dangereux que quelqu'un avec un revolver. Vous ferez l'essai chez vous, vous demanderez à quelqu'un, j'ai calculé avec tous les vidéos que j'ai visualisées, que le temps entre la sortie de l'automobile et lorsqu'il était abattu à quelques centimètres du policier, c'était moins que 3 secondes.
Ça fait que vous demandez à un jeune, juste avec votre Ouais. téléphone cellulaire, le chronomètre, vous demandez à un jeune de courir 3 secondes, vous n'allez pas savoir qu'il fait beaucoup Sur de... 21 pieds, c'est Ouais, rapide, là. il fait beaucoup de chemin. Maintenant, c'est même 31 pieds. En bas de 31 pieds, quelqu'un est considéré comme armé et dangereux. Et dans ce cas ici, c'est à peu près 20 pieds, là. Mais, Donc, les policiers ont bien agi. les policiers ont agi comme il faut. Ils ont fait... il y a eu plusieurs balles qui ont Ouais. été tirées, évidemment, à 11, mais tout le monde a fait ça, le travail, parce qu'il y avait la vie d'un policier qui était en danger aussi. On lui a offert de faire attention, de se libérer, de collaborer. Et ce qu'il n'a pas fait, lui, son idée, et ce qu'il avait dit aussi en auto, c'est si je vois d'autres policiers ou d'autres soldats, je vais les tuer. C'est son but, lui, c'était Il l'avait de déjà tuer. dit, il l'avait exprimé au 911. 9 à 1, lui, il voulait tuer, là. C'est ça. Fait que... Bon, évidemment, dans la complexité de cet événement, évidemment, qui a fait la manchette au niveau national, même international, dans le contexte qu'on sait, le rapport sort aujourd'hui, l'événement est en octobre 2014. Il y a eu aussi d'autres enquêtes qui ont été conclues sur la même histoire. Les services policiers font leur propre enquête, évidemment. Les services policiers savent que un cas comme ça doit être étudié. Ils l'ont étudié. C'est pas à nous à leur dire exactement la procédure. Dans ce cas-ci, le rapport du coroner, c'est d'amener des recommandations aux gens qui en sont responsables pour empêcher que ça se reproduise. Donc, dans le cas actuel, le rapport a été bien reçu par l'Association des psychiatres, d'ailleurs. Maintenant, l'hôpital du Richelieu va reviser aussi le dossier. C'est sûr que quand on sort un dossier comme ça, on ne sort pas ça du jour au lendemain. Il y a eu des rencontres, des études, des évaluations avant. Alors, tout le monde se pose des questions. Il faut passer au-delà du niveau, c'est la faute de qui? Ça ne m'intéresse pas de savoir c'est la faute de qui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pas que ça se reproduise? Parce que ça va se reproduire, évidemment. Bien, parce que vous dites que c'est la faute d'un système. C'est le système qui a manqué, oui. C'est un système qui a manqué. Parce que je me remets encore dans la position du père ou même de quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Il se dit, dans le fond, le monsieur a tout fait ce qu'il avait à faire. Et malgré tout ça, soit qu'il n'a pas été pris, je ne sais pas, peut-être, bon, a-t-il été pris au sérieux? Non, il a été pris au sérieux. Il a été pris au sérieux par les policiers. Ouais. Mais en même temps, au même, niveau... même l'intervention policière, peut-être que la fois où il était rentré dans une église en vociférant, c'est plus ça a été évalué comme un problème de comportement et non pas comme un problème, parce que s'il fallait hospitaliser tout le monde qui a des troubles de comportement, même l'hôpital agrandi serait trop petit. Mais par après l'intervention, il s'est calmé, il était assez intelligent pour se calmer et de passer par-dessus. Mais déjà, à ce moment-là, il y avait un comportement inadéquat. Là, on ne peut pas rentrer dans une maison puis vociférer dans une église comme ça. Ouais. Mais les cas de... Et il y en a eu d'autres, et comme vous dites, malheureusement, il y en aura peut-être d'autres aussi, mais des attentats, qu'ils soient faits au nom de l'islam ou au nom de n'importe quoi, peu importe le prétexte, la prédominance de la problématique de santé mentale va demeurer majeure, parce que des problématiques de santé mentale, probablement vous en côtoyez vous-même comme médecin dans votre cabinet. Dire, il y en aura toujours, là. Oui, c'est un fait. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient à l'affût. Puis lorsqu'on voit que ça dérape, il faut prendre les moyens. C'est parce que dans la société, on se dit aussi, la personne ne veut pas se faire traiter. Mais si quelqu'un ne veut pas se faire traiter, c'est notre devoir de l'amener à se faire traiter. Si jamais il est dangereux pour lui et pour autrui, on peut aller aussi à un ordre de cours. Mais souvent, dans un contact avec quelqu'un, on est capable, on est formé pour être capable de les amener à comprendre une situation et d'essayer de les aider. Si on parle de l'ordre de cours, comment peut-on forcer quelqu'un à recevoir des soins en psychiatrie contre son gré? Il peut... l'ordre de cours peut obliger une évaluation. Si vous faites un ordre de cours, vous dites « Mon garçon est dangereux », il est dangereux, c'est sur la dangerosité. À ce moment-là, l'ordre de cours est donné aux policiers qui prennent l'individu et l'amènent à l'hôpital. L'ordre de cours, c'est pour faire une évaluation psychiatrique. Il y a des façons de procéder, ça prend 2 évaluations dans quelques temps. Puis après, on peut avoir un diagnostic. Dans le problème actuel, bon, c'est sûr qu'on a des idées sur le diagnostic, mais je veux dire, il n'y a pas eu de diagnostic franc, au moins de vue maladie mentale. Alors, l'ordre de cours, c'est pour faire obliger une évaluation avec un diagnostic.
Après, si la personne est dangereuse et qu'elle ne veut pas se faire traiter, là, c'est un autre ordre de cours. C'est pas la même chose. C'est parce qu'on peut garder quelqu'un à l'hôpital un certain temps, mais pas... Mais dans le cas de Couture-Rouleau, comme il n'a jamais vu de psychiatre, C'est ça. il n'y a jamais eu de diagnostic réel. Il n'y a jamais vu ni de psychiatre ni de médecin, de toute façon. Donc, il n'y a pas de... qui sont les seuls à pouvoir faire des diagnostics. Toujours difficile de faire le diagnostic d'une personne qui n'existe plus aujourd'hui, mais de ce que vous avez pu apprendre sur l'individu, ça vous dit quoi? Bien, c'est une personnalité schizoïde, c'est sûr. Là. Quand vous voyez des démons à télévision, quand vous imaginez que tout le monde est organisé, que vous voulez exorciser les autres, c'est pas... c'est plus qu'une... On est dans le domaine de la schizophrénie pour vous. vous. C'est un domaine de schizophrénie. Là. Donc, c'est potentiellement un individu schizophrène qui n'a pas été dépisté et traité. C'est ça, oui. C'est la conclusion que j'ai. Évidemment, dans mon dossier, je n'ai pas à faire de diagnostic. Je comprends. Mais c'est sûr que ça pointe dans cette direction. Ça pointe dans cette direction-là. C'est sûr qu'il n'a pas pu être questionné, évalué de façon structurée, mais l'histoire montre que c'est un peu ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Un cas identique à Martin Couture-Rouleau serait allé cogner à Trois-Rivières, à Sherbrooke, Québec, Saguenay, Abitibi, Gaspé, peu importe. Est-ce que le système aurait fauté de la même façon? Le système est fait partout de la même façon. Ah oui? C'est pour ça que dans les recommandations que je fais à l'Association des psychiatres, c'est de changer les modalités dans des choses comme ça. C'est comme si vous avez un enfant de 12 ans qui est suicidaire. T'sais. Il ne faut pas dire, bien là, prends un rendez-vous. Là, prends un rendez-vous, prends le téléphone, puis tu vas rendez-vous en psychiatrie dans 6 mois. Là. Dire, ça va pas bien, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça fait que c'est pour ça que la façon de changer, mais il y a une ouverture à une situation semblable. Bon. Donc, les recommandations sont envoyées. On verra maintenant la réaction des services de santé. Donc, on verra la suite. Bon, généralement, comme coroner, vous avez quoi, une centaine de cas par année à peu près? Moi, ici à Saint-Jean, j'ai une réunion, j'ai 100 cas par année. Une centaine de cas par année. Bon, évidemment, c'est des cas plus médiatisés, là, comme celui de Martin Couture-Rouleau. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines et les prochains mois ou la prochaine année? Disons, il y a un dossier qui va sortir bientôt là, sur un décès d'un enfant qui est accouché aux Maisons des sages-femmes, qui met beaucoup de questions qui doivent être évaluées. Là, pour questions de sécurité, de fonctionnement, d'entraînement, de compétences, etc. C'est un dossier qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, dans les prochaines semaines. Sinon, pour le reste des dossiers, c'est des dossiers plus là, généralement, c'est les dossiers, évidemment, c'est plus ce qu'on a comme dossier dans les cas actuels, c'est beaucoup de cas de suicide là, qui vont de... Le problème qu'on a aussi, c'est d'automutilation chez les jeunes et quoi faire lorsque ça arrive. Là, si vous voyez des situations semblables sur Facebook, il ne faut pas dire « Ah, pauvre petite fille », là, il faut intervenir. Ça, c'en est. Les accidents de la route, il y en a de moins en moins. Les gens sont de plus en plus prudents, indépendamment de la vitesse sur laquelle ils vont. Puis deuxièmement, bien, les voitures sont faites mieux qu'avant. Souvent, dans les accidents d'automobile, il y a presque toujours, soit un comportement aberrant, mais un comportement aberrant qui est causé par l'alcool ou la drogue, généralement. Au cours des 20-25 dernières années, sentez-vous que certaines des recommandations que vous avez pu émettre dans différents rapports ont fini par porter fruit, ou si dans d'autres cas, malheureusement, ils ont été ignorés? Non, c'est sûr. Tout le monde qui se promène sur la bande du canal, il voit très bien qu'aujourd'hui, on a mis des barrières. Il y a un monsieur une personne âgée qui roulait en bicyclette et qui a accroché le rebord de ciment qui est tombé à l'eau. Il n'y avait pas de barrière, puis il n'y avait même pas d'escalier pour sortir. Puis il y a même un policier qui s'est jeté à l'eau, il a failli se noyer aussi. Ça, c'en est un. L'autoroute 35 avec le chemin Saint-André, c'en est un autre. Une recommandation qu'on avait faite. Il y a plusieurs recommandations que les gens ne savent pas, parce que c'est des recommandations qui sont faites au milieu hospitalier. C'est quand même des recommandations qui, avec le temps, vont faire la même chose de l'autoroute 35. Lorsqu'on a présenté au BAP le rapport sur l'autoroute 35, la dernière slide, c'était marqué la majorité si on avait eu l'autoroute 35, la majorité des décédés, des gens impliqués dans l'accident auraient pris d'autres choses, un autre chemin, par conséquent, ils ne seraient pas morts. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, ça évolue, mais on a le pouvoir de recommandation, mais c'est un pouvoir seulement de recommandation.
André Dandavino, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour cette 300e de Sport Express, Wow. entre autres, on parle du fonds Claude Raymond. Oui, avec Claude Raymond et Marc Labbé et toi des Pirates. Avec François Lafrenière, ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Lorsque la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède à des coupures d'eau pour de l'entretien ou toute autre chose, il y a un avertissement sonore, il y a un camion muni d'un haut-parleur qui vous envoie un signal pour vous aviser que l'eau sera coupée dans une dizaine de minutes. Je vous ai mis également à l'écran différentes adresses, sjsr.ca/quelque chose. Là. Vous avez, selon les différents points, les avis d'ébullition ou tous ces trucs-là, vous pouvez obtenir des renseignements. Parlant de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous, ici, à la télé du Haut-Richelieu, on vous présente à chaque semaine des extraits des travaux du Conseil de Ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a environ une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Vous avez la liste sur le site Internet. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.